Avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous inviter à ne commenter et donner votre avis en commentaire qu'après avoir visionné cette vidéo. J'ai fait l'effort de traiter le sujet de façon factuelle et sourcée pour ouvrir le débat et non un combat. Merci à vous de votre compréhension. En 2022, et depuis des décennies en réalité, les rapports des scientifiques sont alarmants concernant le climat. Malgré les annonces politiques et les effets concrets du changement climatique, il semble que pourtant rien ne change. Au-delà des usages individuels, les industriels de certains secteurs font également des efforts pour améliorer leur empreinte écologique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le SAF, le biocarburant au gros potentiel. Actuellement, dans l'aviation, deux carburants sont principalement utilisés, le kérosène et l'essence aviation. Le premier, qui est décliné en variantes selon les usages, est utilisé par les moteurs à réaction, civils comme militaires, mais aussi par certaines fusées comme la Falcon 9 de SpaceX ou le Soyouz russe. Le choix des carburants est lié aux usages et le raffinement est lié à la pureté nécessaire au bon fonctionnement et à l'efficacité du moteur. Dans les transports routiers, vous connaissez l'essence, le diesel, le GPL et pour le maritime, le fuel, le gazole pêche, le diesel marine léger et le samplon 98. Aujourd'hui, pour tous ces modes de transport, le carburant issu du pétrole est donc le plus répandu. Évidemment, c'est un carburant polluant, surtout en masse. En 2018, en France, 94% des émissions de gaz à effet de serre du transport étaient générées par le routier, 4% par l'aérien, 1% par le maritime et 0,3% par le ferroviaire. Évidemment, cela ne représente en réalité pas l'intégralité des émissions en France, puisque par exemple l'industrie de la métallurgie seule génère près du double des émissions du trafic routier en France. Les déchets en décharge également représentent le double des émissions du routier en France. Il y a donc des tas de secteurs industriels, mais également individuels, qui doivent et devraient déjà travailler sur une amélioration rapide et durable des émissions globales, car la situation climatique empire. Depuis plusieurs années, dans l'aviation, les industriels réfléchissent à des moyens de réduire les émissions de leurs avions et des infrastructures au sol. Nous avons déjà parlé sur la chaîne des recherches en termes d'aviation électrique ou hybride, mais cette solution demande des années, voire des décennies pour se démocratiser. En attendant, une autre piste est explorée par les industriels, le carburant SAF. Le Sustainable Aviation Fuel, ou carburant aviation durable, peut être résumé à du biocarburant non issu du fossile, cette dernière étant une ressource très limitée. Au lieu de raffiner le pétrole pour produire du diesel, de l'essence ou du kérosène, le SAF est généré par plusieurs moyens. Les huiles de cuisson usagées, l'utilisation de la biomasse, les déchets agricoles et classiques, et enfin les électrofuels qui tirent le carburant de l'eau, le CO2 et l'électricité verte. Comme il y a 100 façons de produire ce carburant, le résultat est très variable, mais a de nombreux avantages. Déjà, il peut réduire drastiquement les émissions de CO2, jusqu'à 80% selon les experts. Mais aussi, il n'est pas nécessaire de créer un nouveau moteur ou modifier les existants. Concrètement, le SAF fonctionne sur les jets actuels et pour les certifier, des vols d'essai ont lieu actuellement. En Europe, Airbus travaille sur la certification de ses avions au 100% SAF. Dans ce contexte, j'ai eu l'occasion d'assister au test final du SAF sur un A380. Le 29 mars, nous voilà sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour un vol d'essai avec l'A380 Oscar Whisky, tout premier modèle. Au programme, un vol de Toulouse à Nice avec un des 4 moteurs alimentés en SAF et les 3 autres en kérosène Jet A1 classique. Donc à la suite des 319, des 350, nous expérimentons le SAF Fuel sur cet avion où on travaille pour avoir une certification dans les prochaines années. Alors on y va progressivement et de manière humble. La première chose, c'est qu'on va apprendre comment le carburant SAF joue sur nos avions, joue sur la technique de nos avions. Donc on a commencé avec le 350, on a fait le 319, maintenant on fait le 380, on va faire le 330 demain, on va faire même le 300 et le 310 peut-être, le Beluga.
Donc on veut comprendre comment le carburant SAF joue sur nos avions. Avec le carburant SAF, on va continuer à émettre du carbone en brûlant cette nouvelle source de carburant. Mais la beauté de ce carburant, c'est que pour être généré, il va absorber du CO2. Donc sur le schéma total entre la génération du carburant, le brûlage du carburant, on va être à peu près à 80% au mieux de diminution de CO2 par rapport à un carburant normal. Le but est de vérifier que tous les systèmes alimentés par le SAF réagissent tout à fait comme prévu, sans baisse de performance ni usure prématurée des composants. Oui, alors il n'y a pas que le moteur qu'il faut qu'on regarde. Bien sûr, le moteur est important. Il y a aussi l'APU, on a vu le petit moteur qui se trouve dans la queue de l'avion. On a tout le système de fuel qui mesure la quantité de fuel à bord. Donc il faut s'assurer que le système de fuel est toujours aussi précis, quel que soit le carburant. Alors il y a tous ces phénomènes-là à regarder, et ça, ils sont un peu différents selon les avions. Mais le SAF n'a pas que des amis. Et pour cause, pour produire le biocarburant, certaines techniques impliquent d'utiliser des terres agricoles normalement dédiées à l'alimentation, et d'autres mènent même à de la déforestation. Mais ces techniques sont de moins en moins mises en œuvre. Les déchets ménagers, de bois ou les huiles usagées ou non comestibles sont favorisés, en particulier quand la production n'implique pas de remplacement des cultures ou de déforestation. Quoi qu'il en soit, le SAF reste une solution rapide à mettre en œuvre et qui permettra dans un premier temps de limiter les émissions. En fait, la grosse mission d'Airbus et de l'industrie aéronautique, c'est de décarboniser notre aviation. On émet du carbone lorsqu'on brûle du kérosène. L'idée, c'est d'enlever le CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est une solution, puisqu'on absorbe autant pratiquement qu'on en réémet. Donc à 20% en restant, on va quand même énormément diminuer nos émissions de CO2 d'ici quelques années, avec ce carburant SAF. Évidemment, une autre solution, l'hydrogène, est à l'étude. Cette solution serait plus intéressante que le SAF car elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Lors de la production, en revanche, on a besoin d'électricité, qui, si elle n'est pas verte, générera de la pollution. Cette solution implique de créer et tester des nouveaux moteurs, de nouvelles procédures, et peut-être même de nouveaux avions. Mais quel que soit le carburant, le plus grand problème reste l'augmentation du trafic aérien, qui double tous les 15 ans. Mais cette problématique concerne les usages individuels et les compagnies aériennes. Dans tous les cas, du côté des avionneurs, les efforts sont là et ils sont payants. C'est sûr qu'il y aura une augmentation du trafic. Mais nous, chez Airbus, on joue avec tous les axes de travail. Donc on a l'axe à long terme qui est l'hydrogène, où là on va enlever complètement le CO2. Mais il y a peut-être d'autres inconvénients à l'hydrogène qu'il faut qu'on découvre et qu'on maîtrise. Et là, le carburant SAF, c'est du court terme. Et donc les deux sont complémentaires. On va aider aussi à la spécification de ce carburant de demain pour pouvoir entrer dans le cercle vertueux où nos avions étant capables de rouler avec du SAF, l'industrie va avoir une demande, va commencer à en produire plus, les coûts vont diminuer et c'est un cercle vertueux. Donc on est en train de lancer ce cercle vertueux, tout doucement. Lors de ce vol d'essai, Airbus en a profité pour tester une technologie permettant de réduire les nuisances sonores autour des aéroports. C'est ce qu'on appelle le RNP-AR. On avait deux gros objectifs. Le premier, bien sûr, c'était d'essayer ce carburant durable. Le deuxième objectif, c'était de tester des procédures d'approche en zigzag ou en virage serré à l'aéroport de Nice. Les approches aux instruments, comme on appelle dans notre monde de l'aéronautique, ça existe depuis longtemps. Autrefois, c'était un faisceau électromagnétique droit dans l'axe de la piste. Et ça existe depuis 40-50 ans. Et l'avion arrivait avec son système à bord, capturait le faisceau et suivait le faisceau droit. Là, avec les technologies modernes comme le GPS, on peut se permettre, avec une certaine précision, d'avoir des approches non plus droites, mais courbées ou même sinueuses. Et ça existe depuis pas mal de temps sur les autres avions d'Airbus, le 320, etc. Donc on vient de mettre en service, on va mettre en service un nouveau batch d'amélioration de l'avionique du 380 qui va permettre de faire ça sur le 380. Donc typiquement, il y a une approche à New York où on évite tout Brooklyn, tout l'hôpital de Brooklyn, et on tourne sur la 13L de New York qui nous permet d'atterrir comme il faut en évitant Brooklyn. Alors, on ne pouvait pas aller à New York pour tester ça, c'est un peu loin. On l'a testé pendant la phase de développement à Ajaccio en février 2021. Mais Ajaccio, ce n'est pas un aéroport de 380, donc on a fait un essai, on a vu que ça marchait bien. On a continué le développement
Et on a finalisé le développement et on a fait l'essai final aujourd'hui à Nice, avec 4 approches, une de l'ouest et 2 de l'est, avec un virage un peu dur, juste avant de prendre l'axe de la piste. Et ça s'est très bien passé. On dit virage un peu dur, mais c'est largement supportable par tout passager à bord. C'est fait d'une manière assez souple pour que ça soit opérationnel tous les jours. Le 380 Oscar Whiskey, avec l'indicatif Airbus 101, est le tout premier A380 à avoir volé. Depuis, il est dédié au vol d'essai à Blagnac et, pour cause, l'intérieur est totalement à nu. Au-delà de la trentaine de sièges, il comporte toute une batterie d'ordinateurs et de capteurs à l'intérieur comme à l'extérieur pour recueillir un maximum de données, mais également un poste pour les ingénieurs, ce qui leur permet de donner des indications à l'équipage, faire des retours techniques et suivre les essais en temps réel. Et là, dans l'avion, moi je m'installe directement à l'arrière à l'installation d'essai et je dois préparer toute mon installation d'essai. Donc il y a des enregistreurs à mettre en route, des écrans à choisir, parce qu'aujourd'hui on était concentré à la fois sur les moteurs et sur les approches RNP. Donc on a mis principalement des tracés qui concernent les moteurs, la surveillance des moteurs. Et pareil pour la partie RNP, j'avais des tracés spécifiques, donc on a tout préparé. Et l'équipage, lui, préparait l'avion depuis le cockpit. Et après, une fois que tout le monde est prêt, ça prend quand même un petit peu de temps. On ferme les portes et on commence à mettre en route l'avion comme on ferait de façon ordinaire dans une compagnie. Alors nous avons été à Nice, on a fait effectivement 4 approches à Nice avec des remises de gaz, 3 remises de gaz et un touch and go, pour s'assurer que la capacité d'avion, donc le dernier batch comme on dit, c'est-à-dire les dernières capacités de l'avion implémentées sont au niveau du 350. Donc nous avons vérifié que dans les approches RNP AR comme autorisation non required, nous permettent d'approcher par la mer pour limiter tout ce qui est nuisance, c'était plus approches dans l'axe mais des approches en courbe, des deux côtés, des deux QFU de Nice. Et donc les diminuer et le bruit et les nuisances, bien que cet avion fasse déjà très peu de bruit, et nous permettent d'augmenter la fluidification du trafic. Tout au long de la matinée donc, l'A380 semble fondre sur la promenade des Anglais avant de faire un grand virage et s'aligner avec la piste. Le confort à bord est présent comme lors d'une approche banale, mais vu du cockpit, cela reste impressionnant. Donc là on est un peu plus proche de la prom. Ouais, c'est ce que c'est. Et là ça tourne. Ça à 1100 ça tourne. Ça tourne à 1100. Ça fait proche de la piste. Mais c'est bien, ça enroule. Il n'y a pas de nuisance sur la plage. Alors le papy est cadé à 3,5 et notre approche il est à 3,2. Donc on devrait avoir une rouge. Une blanche. Donc effectivement 3 rouges, une blanche, c'est cohérent. Il a 12 degrés d'inclinaison. 100 above. Dans l'axe, proche. Il sort pile poil dans l'axe, à 450 pieds axé. Minimum. Impeccable, donc au minima, impeccable. Ouais. À combien il est axé 390, 400 pieds. Pour Nice en particulier, ce type d'approche permet d'éviter le cap d'Antibes quand on vient de l'ouest, et le cap Ferrat quand on vient de l'est. Plus aucune habitation ou terre n'est donc survolée à basse altitude, ce qui présente en effet une réduction non négligeable des nuisances sonores. On a testé trois approches de l'Est avec différents angles de descente. Il y en a un à 3 degrés qui est typique, un à 3,2 et un à 3,5. On a vu que l'appareil se comportait très bien, quels que soient les angles d'approche. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas un besoin opérationnel pour éviter une montagne, de faire ce genre de choses, mais par contre, ça peut être intéressant pour diminuer l'empreinte sonore vis-à-vis de la population qui se trouve autour de Nice, ou d'autres aéroports, bien entendu. Il n'y a pas de besoin à Nice, parce que le 380 est très silencieux. Mais bon, c'est un des axes qui peut aider, quoi. Faire varier la pente de descente de manière plus facile, plus automatique pour le pilote, pour minimiser l'impact autour de l'aéroport, tout simplement. La chose qui compte dans ce type d'approche, c'est en fait c'est un couloir d'approche. Hein. C'est pas juste un fil, c'est un couloir avec une certaine largeur. Et on certifie l'avion pour rester dans ce couloir quoi qu'il arrive. Donc, si on tourne
et un oiseau rentre dans un moteur ou on a une panne hydraulique et on doit compenser sur l'avion, on restera dans ce couloir. D'accord? On restera toujours dans ce couloir et c'est ce qu'on démontre. C'est qu'il y a une probabilité infime, on restera toujours dans ce couloir. Allez, 3, 2, 1, go round. 50, 40. Flaps. Positive climb. Reception. AP. Nav. Bonjour, un peu Tessia. Bon, rien à dire. Après ce vol, le travail n'est pas terminé, que ce soit pour le SAF ou pour l'approche RNP-AR. Le but est de non seulement certifier l'A380 et ses systèmes à ces nouvelles technologies, mais aussi continuer la recherche et développement pour encore optimiser la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les nuisances sonores, afin de rapidement démocratiser ces nouvelles façons de voler. Pour le vol SAF, il y aura certainement encore un vol pour vérifier un complément de fonctionnalité. Et pour le RNP-AR, c'est d'ores et déjà acquis que les résultats sont positifs et donc pourront être présentés à une certification à venir. Par rapport aux approches, c'est tout à fait ce qu'on attendait. La performance est au rendez-vous. On a vu que l'interface était bien adaptée pour pouvoir à la fois surveiller l'approche et pour que le pilote puisse se rendre compte que tout se passait bien. Pour nous, on est très satisfaits. L'aviation est un milieu où les technologies s'anticipent sur des années, voire des décennies. Les solutions aux problèmes climatiques et sonores sont multiples, certaines très efficaces mais longues à mettre en place, d'autres plus simples mais insuffisantes à long terme. Quoi qu'il en soit, Airbus, comme les autres avionneurs, travaille sur ces solutions. Il en va également de notre responsabilité individuelle et professionnelle de limiter le trafic aérien en privilégiant le distanciel et des modes de transport plus propres pour les courts et moyens courriers. L'aviation, qui relie les humains et les marchandises et rend d'énormes services à notre société, va continuer son aventure centenaire, avec sous peu une empreinte de moins en moins forte sur l'environnement. J'espère que cette vidéo un peu reportage vous aura plu. Elle a été réalisée en partie à Lyon, mais aussi en partie à bord de l'A380 numéro 1 sur invitation d'Airbus. Et d'ailleurs, je remercie toutes les équipes de m'avoir accueilli si chaleureusement. Grâce à eux, j'ai pu assister au vol depuis le cockpit et ils m'ont totalement ouvert leur avion en toute transparence. Je sais, le sujet il est clivant, mais je pense qu'on peut débattre dans le calme en s'écoutant les uns des autres. Parce que dans le secteur de l'aviation, personne ne nie les changements climatiques et l'impact de l'aéronautique, et quelles que soient vos positions, vos objectifs à terme sont les mêmes que les nôtres, à savoir réduire l'empreinte des transports, de l'industrie, et même le plan personnel. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout de ce petit message, et j'espère que les commentaires seront respectueux. Si vous voulez me soutenir et que vous trouvez que ce genre de reportage c'est intéressant et que vous en voulez plus sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et un commentaire. Les plus généreux d'entre vous, vous pouvez aussi me faire un don sur Utip. Bref, dans tous les cas, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ce sera cette fois un documentaire espace. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est ciao!